encore une fois sur les antennes de la DTV pour l'émission Franc-Parler. Ce dimanche, nous avons l'immense plaisir de recevoir Ali Farindiaï, expert en sciences politiques et spécialiste des questions américaines. Ali Fari, bonjour. Bonjour, M. Faye. Merci d'avoir bien voulu répondre à notre invitation. C'est moi qui vous remercie de l'invitation. Le mardi 8 novembre prochain, environ 80 millions d'Américains se rendront aux urnes pour élire le successeur de Barack Obama. Élection qui va opposer le républicain Donald Trump à la démocrate Hillary Clinton, ex-secrétaire d'État américaine. Alors, Ali Fari, quels sont les enjeux de cette élection? Je vous remercie, M. Faye, de l'invitation. Et comme vous le savez, toute élection reflète ces enjeux en fonction du contexte économique et social mondial. L'enjeu principal de ces élections, c'est tout simplement une évaluation du bilan du président Barack Obama. L'enjeu, c'est de voir qu'est-ce que l'Amérique va faire de l'héritage de Obama. Est-ce que les Américains vont opter pour la continuité de l'héritage et des initiatives du président Obama qui consistent à rapprocher l'Amérique avec le reste du monde, à créer le multilatéralisme comme instrument de développement, de promotion de la diplomatie mondiale, ou bien tout simplement l'Amérique va choisir la rectification de la direction du pays que Obama a impulsé à l'Amérique depuis presque 8 ans. C'est-à-dire, est-ce qu'il va falloir que les Américains se disent que nous avons vu les démocrates à l'épreuve pendant 8 ans. Certes, l'économie a été sauvée de la faillite, l'Amérique a été sauvée de la faillite économique. Certes, nous avons mis fin à la guerre en Irak, nous nous sommes rapprochés avec le reste du monde, et nous avons créé des conditions de dialogue entre les musulmans et les Palestiniens, mais qu'aujourd'hui, il faut aller dans le sens d'une rectification de la direction du pays. Et cette rectification voudrait dire quand même qu'il faut impulser une nouvelle dynamique en vue d'une création nouvelle, une nouvelle dynamique qui, si on se réfère sur les vues du candidat républicain, va pousser l'Amérique à s'isoler un peu du reste du monde, à s'isoler des pays arabes et à faire un peu se rapprocher un peu du monde anglo-saxon, comme la Grande-Bretagne, avec ce qui a eu lieu avec le Brexit, qui montre un peu l'isolement que l'Angleterre veut vis-à-vis de l'Europe, comme l'Australie, bref, avec les îles anglo-saxons, comme on dit. Il est évident que si Donald Trump et les républicains, le choix des Américains se porte sur les républicains, on verra de plus en plus une Amérique un peu isolée avec certains pays arabes et certains pays musulmans. Une Amérique qui va se rapprocher de ses partenaires traditionnels, que sont effectivement, comme je l'ai dit, les pays anglo-saxons, mais aussi les pays européens principalement. Et ensuite, une Amérique qui va privilégier quand même la coopération nord-sud avec certains pays de l'Amérique latine, comme le Mexique, le Canada, pour ne pas dire un peu ce que était l'ancien NAFTA que Bill Clinton avait créé. Donc c'est peut-être que c'est les deux enjeux-là que l'Amérique, qui constituent les enjeux de cette élection-là. L'autre élément, c'est que l'ordre des priorités sera réévalué avec ces élections. Est-ce que la sécurité, qui est un vœu cher aux républicains, sera au top des agendas et de la préoccupation des Américains? Ou bien c'est tout simplement, est-ce que la démocratie dans le monde, la paix et le développement économique seront les enjeux principaux pour l'Amérique? Et sur la base des préoccupations des uns et des autres, sur ces questions-là importantes, dépendront certainement le vote de la plupart des... Autrement dit, les Américains auront le choix entre l'économie et la sécurité. Absolument, tout à fait. Oui. Parce que dans la logique des républicains, les démocrates ont toujours, les penseurs démocrates ont toujours dit que les républicains sont toujours basés sur la stratégie nixonienne, du divide and rule, qui consiste à faire peur à l'Américain moyen, qui est l'élément principal qui constitue la base du parti républicain, l'Américain qui est d'un niveau moyen intellectuellement, qui n'a que le bac, et qui est dans des zones rurales, et qui est toujours, comme on dit, au church goes, qui va à l'église le dimanche et qui va prendre sa bière au bar le vendredi. Cet Américain qui a une vision limitée du monde pense que, effectivement, l'Amérique a intérêt à maintenir le statu quo qui justifie son leadership dans le monde
en s'isolant de plus en plus et en favorisant des politiques qui créent les questions de sécurité comme des questions prioritaires. C'est ce qui fait que les républicains ont toujours pensé qu'il faut investir sur la défense. Vous vous rappelez certainement du complexe industriel militaire du président Eisenhower. Vous vous rappelez certainement de Halliburton et la guerre en Irak qui a permis à la compagnie du vice-président de s'enrichir. Et vous vous rendez compte que donc si les questions sécuritaires sont si importantes pour les républicains au point que pour eux l'enjeu c'est la sécurité, d'autant plus que avec la disparition de Al-Qaïda, on a assisté à une résurgence du Daesh, de ISIS, qui sont devenus des forces terroristes qu'on ne peut pas maîtriser et transnationales. Donc, ils pensent que la nouvelle menace est venue de ces groupes-là. Et ça fait penser un peu à ce qui s'est passé le 11 septembre. Donc, pour les républicains, l'enjeu, c'est d'abord la sécurité de l'Amérique et la sécurité, la protection des intérêts américains dans le monde. Et c'est pourquoi, si cela est la préoccupation la plus partagée par une bonne partie des Américains, il va falloir s'attendre que les républicains, quand même, aient le vent en poupe. Surtout dans un monde instable. Absolument. Où le terrorisme est de plus en plus présent. Aujourd'hui, d'ici le 8, on ne le souhaite pas, nous ne voulons pas être des prophètes de malheur, mais s'il y a attentat quelque part dans le monde, dans un pays plus ou moins proche des États-Unis, la donne peut changer. Absolument. Et en faveur de Donald Trump. Absolument, tout à fait. Parce que l'expérience a montré que l'opinion publique américaine pense toujours que sur les questions sécuritaires, les républicains sont plus enclins que les démocrates à défendre l'Amérique, parce que c'est des gens qui sont ultra-conservateurs, c'est des gens protectionnistes et des gens qui pensent un peu à la supériorité américaine et à la supériorité des valeurs du conservatisme classique. Donc, si par extraordinaire des événements terroristes se passent dans le monde à la veille de l'élection, ne soyez pas surpris que ça va permettre à Donald Trump de gagner des points dans les sondages et ça peut lui donner un avantage extrêmement important. Cette élection va opposer deux candidats au profil différent. Hillary Clinton, qui aura capitalisé 30 ans d'expérience dans la pratique politique, et Donald Trump, qui est en quelque sorte novice à la matière. Est-ce que les Américains seraient tentés de dire, bon, on va essayer la nouveauté avec Trump? L'expérience aussi a montré, on se base sur l'hypothèse de l'expérience, qu'à chaque fois que le choix s'est fait entre l'expérience et la nouveauté, l'Amérique a choisi la nouveauté. Je prends l'exemple le plus récent, c'est entre John McCain et Barack Obama. John McCain est un héros de guerre. John McCain est au Sénat depuis plus de 40 ans. Il représente l'État d'Arizona. C'est quelqu'un qui a dirigé et qui est membre de la commission des armes, des affaires militaires au Sénat. Donc il y a beaucoup d'expérience. Mais quand il a eu en face de lui le jeune Obama, qui n'avait qu'un mandat au Sénat et qui était un peu novice, les gens ont choisi la fraîcheur et l'expérience. Cela est dû au fait que les Américains n'aiment pas toujours ce qu'on appelle les Washington Insiders, n'aiment pas les politiciens qui durent à Washington et qui sont un peu connectés, parce qu'ils pensent que le plus tu dures à Washington, le plus tu es connecté avec les lobbies interfinanciers au point que tu ne peux pas te détacher de leur tutelle pour défendre véritablement l'Amérique. C'est pourquoi quand même cet exemple-là a été montré. Le deuxième exemple qui permet de confirmer cette hypothèse, c'est quand le président Clinton, à 42 ans, était gouverneur d'un petit État, Arkansas, qui ne représente pas grand-chose, et qui avait en face de lui George Bush père, qui était ambassadeur en Chine, qui était congressman, qui a été vice-président, qui a été président. Mais avec la guerre du Golfe, la fraîcheur a battu l'expérience. Et aujourd'hui, donc, avec cette situation aussi, si on applique cette même théorie, à la seule différence que l'expérience dans ces deux exemples venait du camp républicain et la fraîcheur venait du camp démocrate. Mais cette fois-ci, l'expérience vient du camp démocrate et la fraîcheur vient du camp républicain. Oui. La fraîcheur entre guillemets, parce que Donald Trump, certes, n'était pas en politique, mais c'est quelqu'un quand même qui était dans l'immobilier, qui a hérité beaucoup d'argent de son père, qui lui avait fait un chèque de $1 million pour commencer ses propres affaires. Ce qui a permis d'investir dans l'immobilier et de réussir au point que l'une des choses qui vous manque le plus, si vous atteignez à l'aéroport international de John Kennedy, c'est l'immeuble où vous voyez un grand Trump avec son hélicoptère en dessus. Donc c'est quelqu'un qui est mené avec une cuillère à la bouche. Mm-hmm. Ensuite, économiquement, c'est quelqu'un qui est très intelligent. Okay.
C'est quelqu'un qui est très intelligent économiquement, qui a échoué dans peu d'investissement. Donc, ce qui fait que sur cette question aussi, il est vu comme quelqu'un qui peut quand même régler les questions économiques. Force et faiblesse des deux candidats. Nous allons démarrer par Hillary Clinton. D'abord, quelles sont ses forces? C'est quelqu'un qui est vetté, qui a été ce qu'on appelle vetting process. C'est quelqu'un qui est outillé pour diriger l'Amérique. C'est quelqu'un qui a été dans le cabinet de son mari, où elle pilotait le programme de l'assurance maladie, qui malheureusement a été un échec, quoi. Il faut le regretter. Elle a été élue sénatrice de New York, l'État de New York, et de là-bas, elle était aussi secrétaire d'État. Donc, s'il s'agit d'un carnet d'adresses relationnel qui lui permet de diriger l'Amérique et de ses atouts intellectuels, Hillary est vraiment prête pour diriger l'Amérique, même si c'est une dame. Oui, mais donc, justement, le fait d'avoir été la première dame, l'épouse de l'ancien président Bill Clinton, c'est une force ou bien une faiblesse? Le fait d'être une dame d'abord est en soi une faiblesse en Amérique. Parce que l'Amérique pense que l'appel du 3 h du matin, que vous allez recevoir des diplomates du reste qui vous informent des crises dans le monde, cet appel-là ce téléphone doit être répondu par quelqu'un qui est fort. Donc par fort, on pense physiquement à un homme. Mais donc le fait qu'elle soit la première femme à être si près de cette position est vu pour beaucoup comme une faiblesse. L'autre atout, c'est qu'elle est une Clinton, mais ça aussi a des inconvénients. Une Clinton, elle est mariée au président Clinton, qui a créé les plus grands miracles économiques de l'Amérique vers les années 90. Mais là aussi, la faiblesse, c'est que tout simplement, les Clinton et Hillary en soi est vu comme quelqu'un qui a eu à changer de position en fonction des événements. Par exemple, pendant la guerre du Golfe, pendant la guerre d'Irak, tous les démocrates qui sont très à gauche, le sénateur feu Ted Kennedy, John Kerry, tous ces gens-là ont voté contre la guerre parce qu'on savait que ce n'était pas pertinent. Mais Hillary avait voté pour. Et c'est ce qui l'a poussé à perdre l'investiture vis-à-vis de Obama parce que la base du Parti démocrate ne lui a jamais pardonné ça. Et aussi, sa faiblesse, c'est que c'est une politicienne. Elle a eu à changer de position en fonction. Elle a voté pour la guerre, après elle a dit qu'elle était contre la guerre. Et donc, elle est un peu vue comme une flip-floppeuse. Oui. Donc, elle se lève le matin. Elle est inconstante dans ses positions. Comme tout politicien qui se lève le matin, il se rase, il regarde la direction du vent. Voilà, il suit. C'est peut-être un peu ça un peu l'inconvénient. Ensuite, quoi qu'on en dise, une bonne partie des Américains pensent que Hillary n'a pas de conviction ferme sur beaucoup de questions. Sa position et ses convictions changent en fonction du moment. Et c'est ce qui explique que beaucoup d'Américains quand même doutent de sa personnalité, de sa capacité à défendre des programmes clairs. Donc elle n'a pas des positions claires sur certains programmes qui concernent la base principale du Parti démocrate, je veux dire les hommes pauvres, les étudiants. C'est pourquoi ceux-là ont des problèmes à se connecter avec lui. Et c'est ce qui explique que pendant les primaires, elle avait beaucoup de problèmes à connecter avec cette base-là, les jeunes. Les jeunes, oui. Elle a du mal à convaincre les jeunes. D'ailleurs, elle a été obligée de faire appel à son Sanders, qui était son adversaire lors des primaires démocrates pour qu'il puisse venir ragaillardir un peu la jeunesse. Effectivement, parce que c'est cette base-là des jeunes étudiants et de ce qu'on appelle des intellectuels de gauche qui sont membres des organisations comme MoveOn.org. C'est cette base-là qui est très progressiste, très à gauche. Ne se retrouve pas souvent dans les programmes du candidat, de la candidate Hillary. Et c'est pourquoi elle avait perdu cette base avec Obama. Cette base se retrouve avec Sanders. Elle était obligée pour unifier le parti, d'appeler Sanders pour quand même créer un rassemblement autour du Parti démocrate depuis la convention et comme vous l'avez suivi, pour créer une situation qui va lui permettre d'avoir cette base quand même, qui, quoi qu'on en dise, ne vote pas républicain. Il fallait la mobiliser pour qu'elle entre dans les rangs et voter pour Hillary, sinon cette base allait rester à la maison, ne pas aller voter. Et l'histoire des mails compromettants de Hillary Clinton, est-ce que ça pourra jouer un rôle dans cette élection? La grande inquiétude qui faisait que son adversaire Sanders ne voulait pas quitter trop tôt la compétition, parce que Sanders disait qu'à tout moment, les hackers
où une révélation sur ces emails va éclabousser la candidature de Hillary. Parce que beaucoup de gens pensaient qu'il doit y avoir quelque chose qui est soit louche, soit illégal, qui pouvait éclabousser sa campagne. Dieu merci pour elle, ça n'a pas été le cas. Et même son adversaire Donald Trump continue à penser à cette opportunité. Et Donald Trump est allé jusqu'à dire je veux que les Chinois mettent les hackers chinois, il le disait en rien, en révélant les 33 millions d'emails que Hillary a envoyés pour qu'on sache ce qu'il y a. Ce qui est sûr, Trump pense qu'il peut quelque chose dans ces emails peut changer la donne de la campagne. C'est pourquoi cette élection, malheureusement, est devenue un référendum sur Hillary. Un référendum, c'est-à-dire pour ou contre Hillary? C'est pour ou contre Hillary. Oui. Tous les projecteurs sont sur elle. Est-ce que quelque chose va se passer qui puisse déstabiliser sa campagne? Est-ce qu'il y aura une révélation qui puisse éclabousser sa campagne? Ou bien est-ce que son état de santé ne va pas encore se dégrader d'une manière qui va surprendre l'Amérique? Voilà un certain nombre de questions qui font qu'une bonne partie des électeurs indépendants sont encore sur leur faim et ne sont pas encore décidés. Si par extraordinaire, elle continue à conduire la campagne comme elle est en train de le faire, avec son ticket qui est extraordinaire, un vice-président qui était gouverneur de la Virginie, qui est connecté avec l'électorat hispanique, qui parle espagnol, qui est marié à une espagnole, tout cela fait que quand même, il a encore des chances de maintenir le momentum. Oui, il y a quand même une particularité chez les Américains. Si le candidat principal est jeune, son colistier est d'un certain âge. Comment faut-il l'expliquer? Absolument, parce que la fonction de vice-président est conçue pour être tout simplement un assistant, un conseiller du président. On ne veut pas d'un vice-président trop puissant qui puisse lorgner faire shadow. Oui, lorgner le fauteuil présidentiel. Non, pas lorgner, mais qui puisse faire ombrage au président. C'est pourquoi les gens préfèrent quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, qui peut être prêt pour la position de président si quelque chose d'extraordinaire arrive au président, mais ils veulent aussi qu'il soit d'une certaine expérience, surtout en politique étrangère, pour pouvoir apporter son input au président de la République. La seule exception à ces règles est venue avec le vice-président de George Bush, qui était le vice-président de George Bush, qui fut l'un des plus puissants vice-présidents de l'histoire politique de l'Amérique. Parce que tout le monde sait qu'il a été ministre de la Défense au temps du président Ford. Et Dick Cheney, c'est Dick Cheney. Et il a été aussi l'un des principaux artisans de la victoire de George Bush. Et c'est par extraordinaire il avait pour mission de choisir le président, le vice-président, candidat du vice-président. Mais finalement, tous les critères se trouvaient en lui et puis le George Bush l'a pris. Dick Cheney était le vice-président le plus puissant en Amérique parce que c'est lui qui choisissait le cabinet du président. C'est lui qui a poussé Colin Powell à la sortie. C'est lui qui a recruté son ami secrétaire à la Défense, Rumsfeld. Et c'est lui qui a amené Paul Wolfowitz. Aussi dans les commandes de cette administration. Donc, à part cette expérience, parce que George Bush n'avait pas d'expérience. En politique, c'était un texan. Il lui fallait quelqu'un qui connaît les affaires, le monde politique et qui connaît Washington. C'est pourquoi il avait choisi John Kerry. Et pour confirmer ce que vous avez dit, Obama aussi a fait la même chose. Joe Biden. Beaucoup de gens pensaient qu'Obama allait prendre Hillary Clinton comme vice-président pour unifier le parti. Tellement que la compétition était rude, le parti démocratique était divisé. Mais on a pensé que si elle avait Hillary à la vice-présidence, demain, il peut le voir à son poste. Oui, il y aurait eu dualité au sommet de l'État. À cause de la forte personnalité de Hillary, et il a préféré Joe Biden, qui a eu à compétir pendant beaucoup de temps, mais il n'a jamais eu la chance. Mais il l'a choisi parce que Joe Biden, tout simplement, était président de la Commission des Affaires étrangères au Sénat, était d'un âge avancé, et ne causait aucun ombrage au président Obama. C'est comme ça qu'il l'a choisi. Au niveau du Parti républicain, vous devez vous rendre compte que l'ancien candidat, Mitt Romney, avait choisi le plus jeune candidat à la vice-présidence, qui était le jeune congressman de Michigan. Et ce jeune, aujourd'hui, a juste une trentaine d'années et il est devenu le président de l'Assemblée nationale. Ce qui était quelque chose qui pouvait apporter la fraîcheur dans le Parti républicain. Parce que la différence entre le Parti républicain et le Parti démocrate, c'est que le Parti démocrate est un peu vu comme un parti plus divers. Il y a les femmes, il y a les Mexicains, il y a les Noirs, il y a beaucoup de diversité. Alors que le Parti républicain est un peu vu comme le parti des white old men, des hommes blancs d'un âge avancé. Et pour amener du sang neuf dans le parti, souvent, ils sont obligés soit de prendre des jeunes cadres, des jeunes politiciens comme vice-présidents, ou bien des femmes blancs comme Sarah Palin.
Mais malheureusement, les deux schémas n'ont pas marché dans les tickets du Parti républicain. Oui, nous allons rester avec Hillary Clinton, qui est devenue en quelque sorte la candidate du monde, du reste du monde, hein, parce qu'elle suscite une certaine sympathie donc au-delà des frontières américaines. Une faiblesse ou bien un atout pour elle? C'est une faiblesse parce que l'expérience a montré au demeurant que tous les candidats qui ont été vus comme les candidats du reste du monde n'ont pas été vus comme aussi les candidats de l'Amérique. C'est pourquoi vous voyez, vous convenez avec moi qu'une bonne partie de l'opinion du reste du monde pense qu'au lendemain du 8 mars, une défaite du candidat Hillary est impensable. Oui. Et qu'une victoire de Donald Trump, pour elle, c'est impossible. Alors que, quelque part, me dit que si on se base sur la réalité politique, moi, mon cœur me dit que Hillary peut remporter la chose, mais ma tête me dit que Donald Trump a encore une petite chance qui viendrait d'une révélation qui peut venir de la campagne de Hillary. Oui, mais pourquoi les Américains ne veulent-ils pas d'un candidat aimé ailleurs? Parce que l'Amérique pense que la suprématie qu'il a dans le monde est la résultante de l'isolement de l'Amérique, de la défense des intérêts américains d'abord vis-à-vis du reste du monde et que c'est une compétition. Il faut soit être entre to be or not to be. Soit tu es au-dessus de la mêlée, tu diriges le monde, soit tu essaies de te rapprocher avec le reste du monde, tu essaies de faire plaisir à tes adversaires. Et c'est malheureusement, c'est ce qui fait que tout candidat qui est vu comme le candidat du monde, à moins qu'il y ait des situations de crise extraordinaires, a peu de chances de passer. Obama a été vu comme le candidat du reste du monde, il a eu à passer. Mais il faut comprendre qu'Obama a eu à passer parce que tout simplement, il avait motivé la base républicaine, il inspirait tout le monde. Ensuite, il avait un candidat quand même qui était d'un âge avancé et qui ne rassurait pas l'opinion publique. Je parlais de John McCain. Donc ça, c'était un peu l'avantage de Obama. Hillary aussi a cet avantage-là. Mais il est connu comme une personne qui rassure le reste du monde sur des questions de politique étrangère. Hillary rassure plus l'Israël, qui est l'allié stratégique de l'Amérique, que Obama. Obama n'a jamais été en phase avec le premier ministre Benjamin Netanyahu sur des questions de sécurité. Obama avait promis 2 États, il n'a pas réussi à le faire parce que l'IPEC, le lobby juif des États-Unis et le lobby juif au Congrès ne sont pas parvenus à lui permettre de réussir. La campagne de Hillary, ses principaux conseillers, c'est des gens qui sont membres de l'IPEC, qui sont membres du lobby juif et qui le soutiennent. Donc Hillary a plus de chances de réconcilier Palestiniens et Israéliens d'une part, il a plus de chances de rapprocher le reste du monde, surtout l'Europe, sur certaines questions avec l'Amérique, surtout sur les questions de Nations Unies de sécurité. Et ensuite, elle a eu à montrer, quand elle était secrétaire d'État, qu'elle avait cette leadership qui lui permettait de montrer que l'Amérique ne peut pas continuer à être isolée ou à être vue comme un continent isolé géographiquement, même s'il l'est à travers la distance avec le reste du monde. Ça, c'est un peu l'avantage de Hillary. L'autre avantage, c'est l'héritage de son mari. Bill Clinton est aimé par les Américains. Quand on parle de Bill Clinton, les gens pensent à la grande prospérité de l'Amérique. C'est pourquoi Hillary peut réussir ce symbiose qui consiste à être aimé par le reste du monde tout en défendant les intérêts de l'Amérique. Et il faut comprendre aussi que même si les républicains ne sont pas très bien aimés dans le reste du monde, il faut reconnaître que les gouvernements républicains ont plus fait pour l'Afrique que les gouvernements démocrates. L'exemple de George Bush est là, l'exemple de Reagan est là. Ils font des programmes palpables sur le sida et qui impactent la vie des Africains. Mais naturellement, les Africains, dans leur grande majorité, préfèrent une Amérique où l'économie est prospère, où il y a la paix et il y a la sécurité, alors que les républicains pensent souvent que la guerre, c'est la continuité de la diplomatie, c'est un moyen d'enrichissement de l'industrie militaire américaine. Justement, le candidat républicain s'appelle Donald Trump. Quels sont ses atouts pour cette élection? Les atouts de Donald Trump, c'est quelqu'un qui a une perspicacité, un flair en business. Il n'a jamais raté une opportunité en business. Il sent les coups, les bons coups. Oui. Et même dans le choix de sa candidature, on sent qu'il est parti avec une logique de businessman. Il a investi là où il a eu plus de chance. Il a attaqué les gens quand il fallait les attaquer frontalement au point d'être vu comme quelqu'un de truc. Et il a développé un discours d'extrême droite pour mobiliser la base républicaine, même si beaucoup voulaient se donner une image présidentialiste. Une image qui voudrait qu'ils ne peuvent pas dire que je vais réduire, par exemple, des déclarations comme je vais réduire l'immigration des musulmans. Ça, aucun républicain sérieux, candidat, n'ose le dire tout haut, même s'il le pense tout bas. Il a eu à le dire
Et ça a fait plaisir à ce que j'appelle les white working males, qui sont la base du Parti républicain. Et il a commencé à attaquer les questions d'immigration. Il dit qu'il va fermer la frontière avec le Mexique. Il va faire un mur pour arrêter l'immigration des Mexicains. Encore la base est contente. C'est comme ça qu'il est parvenu à liquider quelqu'un comme Jeb Bush, qui était vu comme la continuité de la famille Bush, alors que tout le monde sait que le Parti républicain est parrainé depuis et contrôlé par la famille Bush. Il est parvenu à éliminer leur frère. Et il a eu à tirer sur des gens qui pouvaient être de bons candidats, comme le gouverneur Casey de Ohio, il les a broyés, si je peux dire ainsi. Il les a attaqués frontalement et il a affaibli tous ses adversaires. L'avantage de ça, c'est qu'il n'avait rien à perdre parce qu'il était traîné dans les sondages. Mais en le faisant, il a eu le résultat qu'il cherchait. Oui, il y a eu un capital sympathie qui s'est développé autour de Trump. Et puis, l'expérience a montré que dans le Parti républicain, si tu veux gagner des primaires, il faut avoir un discours d'extrême droite. Un discours populiste, anti-immigrant, anti-musulman, anti-mexicain, pour relier la base autour de sa personne. Mais quand on gagne l'investiture et quand on est investi par le Congrès, on cherche un vice-président un peu au centre et on développe un discours modéré, un discours centriste. Parce que ce qui va déterminer l'élection des primaires, c'est des primaires fermées, il faut être membre du Parti républicain, mais ce qui va déterminer votre victoire, c'est tous les citoyens sans exclusion. Sauf que lui, il n'a pas modéré son discours. Il n'a pas édulcoré son discours. Au contraire, il a plus musculé, non? Mais depuis qu'il est élu, il essaie de justifier un peu ses positions. Et malheureusement, il n'a pas un ticket très équilibré. Il a un vice-président qui est un conservateur social, proche des hommes d'église, ce qui lui manque, lui. Parce que les hommes de l'église sont contre le divorce aux États-Unis. Donald Trump a divorcé pendant 4 fois. Donc les gens qui vont à l'église avaient un peu de méfiance sur lui. Lui, c'est un républicain fiscalement conservateur. Sur les questions d'économie et de taxation, il a des vues qui permettent de taxer moins les riches, de taxer moins les hommes d'affaires pour leur permettre de créer la richesse et l'investissement. Son vice-président, qui est le gouverneur Pence, qui est le gouverneur de l'État de Indiana, est quelqu'un qui est proche des évangélistes. Le mouvement évangéliste, c'est aussi l'une des bases du Parti républicain. Donc, il a permis d'avoir, lui, fiscalement conservateur et quelqu'un qui vient du mouvement évangélique. Il n'a pas joué sur la carte électorale. Moi, à sa place, j'aurais misé, par exemple, sur le gouverneur de Ohio, John Casey, qui a compétit avec lui, et pour la seule raison qu'aucun républicain depuis Eisenhower n'a eu à gagner la Maison-Blanche sans gagner l'État indécis swing state de Ohio. C'est un must-win pour tout républicain. Pour moi, par exemple, s'il avait choisi l'actuel gouverneur de Ohio qui a compétit avec lui, il allait avoir plus de chances quand même de remporter. Il ne l'a pas choisi parce qu'ils ont été trop loin dans les invectives. Tout à fait. Lors tout à fait. Et Trump, comme je le dis, c'était quelqu'un, et peut-être que c'est ce qui a plu les Américains. Il exprime ses idées telles qu'il les pense. Oui. Il est un free thinker. Il le fait de manière crue. De manière crue. Oui. Il a dit au gouverneur, oh, lui, il est fade. Les gens en train de faire la campagne, on le voit s'asseoir dans un restaurant en train de manger. En quoi cela peut l'aider? Et tout le monde a ri. C'est ce qui a brouillé un peu, c'est ce qui a renvoyé aux Américains l'image d'un gouverneur fade avec une campagne rigide. Ce qui n'a pas plu à John Cash et c'est John Casey, le gouverneur Casey, et ce qui fait que les relations n'ont pas été des meilleures. Oui. Malheureusement, il pouvait faire la grandeur. Les exemples sont là pour montrer cela. Quand Ronald Reagan a eu à compétir avec le George Bush père, mais la compétition était longue, était difficile. Mais Ronald Reagan a eu la grandeur de prendre son principal colistier, son principal contender comme son colistier. Ils ont gagné et Reagan a eu à être le plus grand président républicain. Aujourd'hui, John McCain et tout leader républicain se réclament de la révolution des soldats de Reagan. John Kerry a eu à faire la même chose avec Edwards, sénateur Edwards, pendant l'investiture de 2004. Ils ont compétit jusqu'à la fin de l'investiture. Pour unifier le parti, il a choisi Edwards comme son vice-président. Donc je crois que la compétition en soi doit pas être un prétexte pour éliminer un candidat, mais Donald Trump aime gérer avec des gens avec qui il est à l'aise. Il a fait les choix qu'il a eu à faire. Oui, est-ce un bon choix à votre avis? Pour moi, je crois que ce n'est pas un mauvais choix, mais j'aurais pris quelqu'un le gouverneur de Ohio, allait être un meilleur choix. Oui. Par contre, Hillary a fait un excellent choix. La preuve, l'État de Virginie, qui était un État qui votait traditionnellement des républicains, aujourd'hui, dans tous les sondages, Hillary est en tête en Virginie. Ce qui veut dire qu'il a 2 ou 3 moyens d'atteindre les 270 grands électeurs pour gagner
l'élection que Donald Trump. Et quelles sont les autres faiblesses de Trump? Les faiblesses de Trump, peut-être que c'est des faiblesses qu'il a transformées en opportunités. Un homme politique, généralement, c'est l'art tout d'exécution, comme disait l'autre. C'est un moyen de masquer son discours, de masquer ses ambitions et d'avoir une position en fonction des rapports de force. Mais ce n'est pas son cas. Il dit clairement ce qu'il pense, il t'aime, il te le dit, s'il n'est pas d'accord avec toi, il l'exprime. Et c'est peut-être cette faiblesse-là qu'il a transformée en opportunité pour gagner l'investiture. Et regardez pendant la campagne, quand Hillary a été malade, il a profité de ça pour montrer qu'on ne peut pas confier la direction du pays à quelqu'un qui n'est pas dans une santé de fer. La preuve, il publie son bulletin médical pour montrer qu'il est une santé de rigide et qu'il est capable de répondre à cet appel de 3 h du matin et de faire face à toutes les menaces de l'Amérique. Ce qui lui a permis de se rapprocher un peu des sondages. C'est ça. Donc, ce n'est pas un politicien. Il y a actuellement un écart de 3 points entre les deux. Tout à fait. Mais ça ne veut rien dire parce que les sondages au niveau national, ça ne veut rien dire. Ce qui est important, c'est les sondages au niveau des États qu'on doit gagner pour avoir les 270 électeurs nécessaires pour gagner. Parmi ces États-là, comme je l'ai dit, il y a traditionnellement Ohio, au niveau de l'État de Ohio, Donald Trump est un peu légèrement en tête. En Pennsylvanie, parce que Hillary a grandi à Scranton, Pennsylvania. Donc, elle n'est pas née là-bas, mais quand elle était un enfant, elle a grandi en Pennsylvanie. Hillary est légèrement en tête, parce que aussi les gouverneurs Randall et l'actuel gouverneur sont des gens que son mari avait mis dans des postes de responsabilité. Donc, c'est des Clinton Boys. Le troisième État qui détermine l'élection, c'est la Floride. Quand on parle de la Floride, il faut penser à l'électorat cubain. Il faut vous rappeler de l'élection de Bush et de Al Gore. Parce que c'est la Floride qui avait déterminé l'élection. Et je crois qu'on risque de voir la même situation. Enfin, si c'est le cas, ça veut dire que les deux partis doivent penser à se rapprocher de l'électorat hispanique davantage. Parce et Trump s'est mis à dos cette communauté-là, non? Les hispaniques de la Floride sont d'origine cubaine. Une bonne partie, c'est des républicains. Donc, c'est des gens qui sont pour l'immigration légale. C'est différent des wetbacks et des chicanos qui traversent les frontières de la Mexique et qui logent aujourd'hui les États comme la Californie, un peu le sud, Arizona, et qui font que quand même il y a des tensions entre ces immigrés-là. Trump s'attaque aux Mexicains illégaux, aux Mexicains et à ceux qui traversent la frontière. Donc, en attaquant cette immigration-là, ça ne l'empêche pas d'avoir les républicains de la Floride. Mais cela a un impact parce qu'aujourd'hui, la Colorado est maintenant devenue un État indécis. Parce que la Colorado votait traditionnellement républicain, mais aujourd'hui, une bonne partie des Mexicains là-bas pensent qu'ils doivent voter pour Hillary. Donc c'est actuellement ce qu'on appelle un swing state, personne n'est en tête, ce qui fait qu'aujourd'hui, l'électorat hispanique est d'un apport extrêmement important. Une bonne partie des amis avec lesquels tu discutes dans ces États te disent qu'on a un peu peur que si Hillary est élue, on va assister à ce que Pat Buchanan avait expliqué dans son livre The Death of the West, la fin de l'Occident. Parce que Pat Buchanan avait prédit que si on n'arrête pas l'immigration des étrangers en Amérique, on va assister à la mort de la civilisation anglo-saxonne, comme on l'a connu, parce que demain, les Noirs, les Mexicains seront la majorité en Amérique. Et c'est ce qui fait peur aujourd'hui. Aujourd'hui, l'Amérique a un président noir. Si l'Amérique a une femme, demain, ce sera un hispanique qui sera... Jamais 203. Ce sera effectivement la fin de la suprématie des hommes blancs. Et c'est cette crainte-là qui fait que même si certains républicains sont contre Donald Trump, le jour du vote, je crois qu'ils vont sortir et voter pour. Alors, entre les deux systèmes, le système donc démocrate et le système républicain, qu'est-ce qui est le plus avantageux pour l'Américain moyen? Ça dépend de... Parce que le système républicain, c'est un système qui est basé fondamentalement sur ce que les founding fathers, les pères fondateurs de l'Amérique ont défini comme la possibilité de respect de la hiérarchie. C'est-à-dire que c'est un système où l'initiative privée et les hiérarchisations sont acceptées. Il faut travailler dur pour sortir de son état de pauvreté. Il n'y a pas d'égalité dans l'Amérique. Il faut qu'il y ait la compétition entre les différentes institutions. Ce système-là est favorisé par les républicains. Et c'est pourquoi dans ce qu'on appelle l'identification l'identification sociopolitique, vous vous rendez compte
on est républicain ou démocrate. Parce que si on est né dans une famille protestante, on est plus enclin à être républicain que si on est dans une famille catholique. Par exemple, si on est né dans une famille riche, on est plus enclin à être républicain que si on est dans une famille pauvre. Sinon, si on est d'un niveau intellectuel trop avancé, universitaire, on est plus enclin à être démocrate que si on est d'un niveau moyen. Donc ça, c'est les classifications qui font que les affiliations et les affiliations politiques sont claires dès le départ. Ça peut arriver naturellement que quelqu'un change de position et d'affiliation. On l'a vu. Alors en Amérique, c'est ce qu'on appelle ici un transhumance, mais en Amérique, c'est pas mal vu. Ah oui. C'est pas très mal vu. La preuve, le maire sortant de New York, qui est l'homme politique le plus riche aux États-Unis, Bloomberg. Bloomberg était un démocrate. Et il savait que New York, c'est un État où il faut être démocrate pour gagner. Il a été républicain, il quitte le parti républicain pour être démocrate. Il remplit, il gagne. Il fait 2 mandats, il quitte le parti démocrate pour être un républicain. Et après, c'est l'un des républicains qui, d'ailleurs, a soutenu clairement Hillary et qui a dit que Donald Trump est une menace pour la sécurité de l'Amérique et une menace pour la sécurité du monde. Parlant d'avantages, l'autre avantage de Hillary, c'est que c'est la seule candidate qui a eu le soutien de tous les présidents, 5 présidents, ex-présidents américains qui sont en vie. Le président Jimmy Carter, démocrate, George Bush père, George Bush fils, Obama, Bill Clinton. Oui. Et tous ces 5 soutiennent c'est du tout sauf Trump. Ce qui veut dire que quand même c'est quelque chose qui est vraiment bon pour la campagne de Hillary. C'est pourquoi je disais que, à moins qu'il y ait un scandale qui sort d'ici l'élection pour éclabousser la campagne de Hillary, ce qui va faire perdre Hillary viendra de Hillary, de sa campagne, de ce qu'il a eu à faire que l'Américain ne connaît pas. Oui, sauf que là, la donne historique ne favorise pas forcément Hillary Clinton. Une démocrate qui devrait succéder à un démocrate. Effectivement, c'est ce qu'on appelle en sciences politiques aux États-Unis le re-alignement. Parce que le re-alignement apparaît à chaque fois qu'un président fait 2 mandats et que son successeur aussi appartient à son parti. Généralement, ça existe dans le camp républicain. Par exemple, George Bush père a eu à être vice-président de Ronald Reagan. Ronald Reagan a fait 2 mandats et George Bush père a été réélu comme président, ce qui a fait 12 ans de républicain. Et naturellement, c'est après que Bill Clinton est venu. Généralement, la venue des démocrates au pouvoir en Amérique, c'est une règle, c'est une exception. Les démocrates ne viennent que quand l'économie est en crise, que quand les gens pensent qu'il faut changer la direction du pays. C'est ce qui fait qu'à part le président Franklin Delano Roosevelt, pendant la guerre, qui a eu à avoir 3 mandats, Jimmy Carter a eu un mandat et est parti. Kennedy a eu un mandat, il n'a pas fini, il est parti. Bill Clinton et Obama sont les 2 qui sont parvenus à avoir 2 mandats. Donc si Hillary parvient à être élu, c'est la première fois que les démocrates réussissent le réalignement depuis la Deuxième Guerre mondiale. Donc avoir un parti qui reste à la Maison-Blanche pendant 12 ans. Les Américains n'aiment pas trop cela, même si ça existe, ils aiment ce qu'ils appellent le divide government. Ils vous élisent démocrates et ils élisent les républicains au Congrès. Ouais. Afin que pour équilibrer les pouvoirs. Effectivement, tout à fait. Et c'est le même scénario qui se passe aujourd'hui. La Chambre des représentants et le Sénat sont dirigés par le Parti républicain. Parce qu'ils ne voulaient pas que les démocrates aussi contrôlent ça. Et je crois que demain, si ils ont un président républicain, je ne serais pas surpris qu'il y ait effectivement les chambres-là soient dominées par des démocrates. Trump vend aujourd'hui le rêve de pouvoir changer le système. Peut-il le faire? A-t-il toutes les cartes en main pour le faire? Non. Trump, comme Obama avait fait rêver tout le monde. Ces meetings faisaient plus de 80 000 personnes. Il avait promis beaucoup de choses, mais le système est là et rigide. Cela est dû au fait que le pouvoir politique aux États-Unis n'est pas détenu par le président, même si le président même s'ils ont un système présidentialiste fort. C'est parce que tout simplement, il y a ce qu'on appelle le fédéralisme horizontal et le fédéralisme vertical. Le fédéralisme horizontal a fait qu'une bonne partie du pouvoir est transférée aux autres États. Et le fédéralisme horizontal fait qu'une bonne partie, il y a le check and balance entre les 3 pouvoirs. Le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Donc, le gouvernement et le président ont des pouvoirs sur des questions de défense, des questions de sécurité, des questions militaires et des nominations au niveau de la Cour suprême pour permettre un peu d'équilibrer les décisions, comme par exemple Roe versus Wade,
ou des décisions sur la légalisation de l'homosexuel au niveau fédéral et comme ça. Vous voyez, Obama est parvenu à diversifier un peu la Cour en nommant par exemple la juge Sotomayor, qui est la première hispanique à être juge fédéral. Ce qui était quelque chose qui est extraordinaire pour la diversité. Et maintenant, l'autre enjeu, c'est que aux États-Unis, les juges appartiennent aux partis politiques. Sur les 9 juges fédéraux aujourd'hui, les 5 sont républicains, les 4 sont démocrates. Donc si tu as un président actuellement démocrate, ils auront la chance, avec le vieillissement de la Cour, de nommer un autre juge fédéral à la Cour suprême de l'Amérique, ce qui fera que les décisions comme la libéralisation, les politiques libérales, la libération de l'homosexuel, les questions sur l'environnement peuvent avoir plus de chances de passer. Mais le président des États-Unis ne peut pas impacter sur véritablement ce qui se passe au niveau des États. La preuve... Pourtant, on le présente comme étant l'homme le plus puissant du monde. L'homme le plus puissant du monde. Oui. L'Amérique et le reste du monde. Mais entre l'Amérique et ce qui se passe au niveau du territoire américain, ce n'est pas le cas. La preuve, le président de la Réserve fédérale américaine, Alan Greenspan, de son temps, était plus puissant que le président des États-Unis. On le disait, quand Alan Greenspan tousse, la bourse se secoue. La bourse bouge. Le président de la Réserve fédérale est l'un des hommes les plus puissants aux États-Unis. Mais le président a les positions de prestige et de pouvoir au niveau international, au niveau mondial. Il peut déclarer des guerres, il peut financer des pays, il peut faire des prêts, c'est des positions de prestige. Mais quand il s'agit maintenant de changer les donnes à l'intérieur, il n'a pas ce pouvoir-là. La preuve, depuis qu'Obama est au pouvoir, on a vu les manifestations des policiers qui tuent les hommes noirs s'accélérer. Mais chaque fois, il le dénonce. Vous voyez, il ne peut rien faire. À chaque fois que ces policiers sont amenés devant la Cour, les lois dans ces communes ou les lois dans ces États-là peuvent avoir ce qu'on appelle le due process, qui permettent souvent de justifier ces tueries, ou qu'il y ait un jury qui, s'il n'est pas hung, s'il n'est pas divisé, le jury peut dire qu'il n'y a pas assez de preuves pour condamner l'acte que le policier a fait. La conséquence, le policier retrouve la liberté, comme l'a vu avec Wilson en Missouri, qui avait tué le jeune noir. Les minorités commencent à s'exprimer, mais qu'il n'y a pas de violation de loi. On constate que les médias américains accordent beaucoup d'importance au débat entre les deux candidats. On a suivi avec beaucoup d'intérêt le premier débat qui les a opposés. Et juste après, un sondage a révélé que 62% des Américains ont donné Hillary Clinton vainqueur de ce face-à-face. Il reste 2 autres débats avant la présidentielle. Est-ce que ces débats seront décisifs dans le choix final des Américains, des électeurs? Ces débats sont d'une importance extraordinaire, surtout pour les challengers, les candidats qui pensent qu'ils doivent défier le favori. Oui. D'ailleurs, ce qui fait qu'il y ait 100 millions d'Américains qui ont suivi ce débat-là prouve de l'importance qu'ils accordent à ces débats-là. Bien sûr, il y a aussi un débat entre les candidats à la vice-présidence. Donc, dernièrement, il y a un débat pour les candidats à la vice-présidence, mais c'est d'une importance extraordinaire. Mais le choix de la personne pour diriger les débats est extrêmement important pour les campagnes. Parce que les gens préfèrent toujours une personne qui est connue pour sa perspicacité, sa neutralité, et qui n'est pas vu comme quelqu'un qui est là pour éliminer... Mais Trump, lui, il dit que de toutes les façons, tous les journalistes sont avec Hillary Clinton. Oui, parce que vous savez, une bonne partie des médias américains, quand même, sont des médias qui sont favorables... Oui, et ils prennent position. Ça, comment faut-il expliquer le fait qu'un journal puisse donner une consigne de vote à ses lecteurs en faveur d'un candidat? Absolument, absolument. C'est quelque impensable dans notre pays, par exemple. Oui, dans nos systèmes, on pense que les positions médiatiques et les journalistes doivent appartenir à la société civile. Ils doivent être des régulateurs, ils ne doivent pas avoir des positions politiques flagrantes. En Amérique, ce n'est pas le cas. En Amérique, il n'y a pas de neutralité. Soit c'est rouge ou c'est bleu. Rouge veut dire soit tu es républicain, soit tu es démocrate. Il n'y a rien au milieu. C'est pourquoi tu vois à la veille des élections, même dans les primaires, tu vois un journal dire que nous soutenons tel candidat pour les primaires. Nous soutenons tel démocrate, mais pour les républicains aussi, nous soutenons tel... Parce qu'ils pensent que ça va... Parce que les vues, les positions de ce candidat-là sont en phase avec la ligne éditoriale du journal. Et même les talk shows, dans les radios, les animateurs les plus en vue sont des animateurs qui appartiennent politiquement à des camps. Par exemple, les républicains suivis par républicains, il y a un certain nombre d'animateurs qu'ils aiment écouter le matin.
Parce qu'ils leur disent ce qu'ils veulent entendre. Alors qu'il y a aussi des démocrates, si tu es démocrate, qui écoutent des animateurs de radio. Ce n'est pas des journalistes, c'est des animateurs. Mais ils animent l'opinion d'une manière telle que tu sais clairement qu'ils sont d'un camp ou de l'autre. Malheureusement, heureusement ou malheureusement, c'est ça en Amérique. Majoritairement, les Africains ont pris fait et cause pour Hillary Clinton. L'Afrique peut-elle gagner quelque chose dans cette élection? L'Afrique peut y gagner quelque chose, mais l'Afrique n'a jamais été une zone extrêmement importante dans les enjeux mondiaux et dans les élections américaines. Mais ça commence à l'être à cause de la menace terroriste. Les gens se rendent compte qu'aujourd'hui, on ne peut plus laisser l'Afrique et sa situation de pauvreté continuer, parce qu'avec la paupérisation des Africains, surtout des pays comme le Nigeria, ça devient un instrument de recrutement pour les djihadistes. Donc les gens pensent qu'il faut quand même faire un certain nombre d'initiatives qui puissent permettre de bloquer en métaphase les processus de recrutement basés sur la pauvreté, mais aussi d'aider l'Afrique dans des programmes qui sont de nature à décimer la population africaine. Les administrations se demandent quelle est l'urgence et la top priorité pour les Africains pour les aider. George Bush avait pensé que c'était le sida. Parce que si vous voyez en Afrique centrale et en Afrique de l'Est, le sida fait des ravages d'une manière extraordinaire. Et ils pensent que c'est ce qu'il fallait faire. Obama avait pensé qu'il fallait lancer des initiatives de leadership pour l'Afrique parce que lui, il dit que l'Afrique n'a pas besoin il a besoin de bons leaders. Il pense que la question du leadership est ce qui fait avancer l'Afrique et il a créé des initiatives pour le leadership. Mais au-delà de cela, je crois que à part le NAFTA et certaines initiatives économiques qui peuvent permettre aux Africains de pouvoir exporter comme l'avait réussi Bill Clinton dans le marché américain, je ne pense pas que l'Afrique soit d'un apport extrêmement important. À la seule différence que, à cause de la question sécuritaire, la question du terrorisme, les gens seraient obligés d'avoir un watch et attitude vis-à-vis de l'Afrique. Donc, quelle posture devrait-on attendre des dirigeants africains? Les dirigeants africains n'ont pas trop à se mêler des positions et des préoccupations des Américains. Les dirigeants africains doivent avoir une position de neutralité, d'impartialité et de respect de la décision du peuple américain, quelle qu'en soit cette personne-là. C'est ce qui permettra à l'Amérique d'aider, parce que l'objectif pour nous, c'est moins d'avoir Hillary Clinton ou Donald Trump. Après tout, même si on les aime, ils sont là pour défendre le peuple américain, ils ne sont pas là pour défendre le peuple américain. Ils ont été élus pour et par les Américains. Oui. Et si les Américains pensent qu'ils seront là pour défendre l'Afrique, la réaction sera catastrophique. Regardez le cas d'Obama. Pour être accepté par les Américains, il a fallu qu'il montre qu'il a été abandonné par son père africain. Oui. Et c'est ce qui a créé une sympathie vis-à-vis des Américains, qui ont compris que c'est une femme blanche du Kansas qui l'a éduqué, sa grand-mère l'a éduqué. Je ne connais pas mon père. Et ils ont inclus les valeurs blanches en moi. C'est ce qu'il a fallu qu'il renie à son passé pratiquement. Effectivement. Oui. Et vous voyez, même une fois au pouvoir, il ne voulait pas être au Kenya. Parce que l'un des principaux problèmes d'Obama, c'était que même étant élu président, Donald Trump est parvenu même à remettre en cause, en prenne primaire, sa citoyenneté. C'était juste pour faire plaisir à la base américaine. Et maintenant, il dit que je reconnais qu'Obama est un Américain. Donc, fondamentalement, l'Afrique doit continuer quand même à travailler de concert avec les administrations américaines pour qu'ils l'aident à améliorer ses initiatives économiques et ses questions de bonne gouvernance et bénéficier un peu des programmes que le gouvernement américain pose. Et sur le plan géopolitique mondial, quel est l'intérêt aujourd'hui de l'humanité? L'élection d'Hillary Clinton ou bien de Donald Trump présenté comme quelqu'un qui serait peut-être à l'origine d'une troisième guerre mondiale selon les mauvaises langues. Est-ce un procès d'intention qu'on lui fait justement? Oui, je crois que Donald Trump n'est pas si con qu'il le fait croire. Oui, de manière caricaturale, il est présenté comme étant le diable incarné, quoi, le diable en personne. Oui, mais cela est simplement dû au fait que, comme je l'ai dit, c'est quelqu'un à un certain moment qui a accepté de plonger dans la pâture, de se salir pour faire plaisir aux républicains. Conséquence, il a été élu. Regardez ce qui s'est passé en Grande-Bretagne. C'est la première personne à dire qu'il se réjouit que la Grande-Bretagne ait quitté l'Europe. Oui, le Brexit. Et là, qu'est-ce qu'on comprend? C'est qu'avec le Brexit, c'est que les Britanniques se sont rendus compte que les communautés migratoires venant principalement des pays asiatico-africains, donc musulmans, sont en train de détruire l'Europe. Principalement la France, avec la situation en Syrie, la morosité des frontières, ISIS, Daesh et toute cette marque d'immigration qui va vers l'Angleterre, les gens se rendent compte que demain, l'Angleterre serait exposée. Et ils ont la crainte de disparaître, d'être envahis par ces vagues de réfugiés syriens, de réfugiés musulmans. Conséquence, ils quittent l'Europe.
Et Donald Trump a applaudi. Et il dit que c'est ce qu'il faut faire. Et en le disant, il a les peuples musulmans contre lui, mais il a une bonne partie de l'opinion américaine raciste avec lui. Donc c'est une tactique. Les républicains, toujours, c'est un choix, un discours qui permet de diviser, mais qui te permet de gagner un point. Mais je ne pense pas que Donald Trump, qui a eu à faire des shows au NBC, The Apprentice, pour montrer aux jeunes Américains comment être de bons entrepreneurs, pour montrer comment on doit réussir en business, je ne pense pas que c'est ce gars-là qui sera là à faire la guerre et à menacer le reste du monde. Il a besoin que l'Amérique ait une personnalité forte pour être respectée par les pays musulmans et les pays arabes, avec la menace toujours de les attaquer. Donc c'est juste un épée de Damoclès qu'il essaie de mettre sur la tête des gens pour avoir la respectabilité que l'Amérique a besoin. Mais de là à vouloir dire qu'il va déclarer la guerre, ce n'est pas quelque chose qui est facile. D'autant plus que la Constitution américaine, avec le système du check and balance, la division des pouvoirs, la déclaration de guerre, elle doit être autorisée par le Congrès. Parce que le Congrès a le power of the purse, le pouvoir de la bourse. C'est le Congrès qui autorise en dernière instance la décision d'aller en guerre. Ce n'est pas au président uniquement de le faire. En 2008, les Américains ont créé la sensation. Ils ont surpris le monde en élisant un noir. Est-ce qu'ils vont nous surprendre encore une fois en élisant une femme à la tête de la nation présentée comme étant la plus puissante au monde? Je le souhaite. Je le souhaite parce que l'élection de Hillary, comme elle a eu à le dire dans son discours d'acceptation de son investiture, en disant que si aujourd'hui c'est Hillary, peut-être que votre fille qui est en train de regarder se dira que demain ce sera moi. Ce sera pour les mouvements féministes, c'est un phénomène extrêmement important qui va permettre de casser les barrières qui voudraient tout simplement que les femmes soient des femmes qui restent au foyer pour s'occuper de leur mari. Et malheureusement, l'Amérique est encore très en retard sur ces questions-là. Une bonne partie des femmes ne travaillent pas. Ils s'occupent de leur mari. Et ils ne s'impliquent pas en politique. Donc c'est ce qui fait que même le Sénégal a un taux de représentation féminine plus élevé que l'Amérique. Donc je crois que si Hillary parvient à réussir ce défi et à être la première femme présidente des États-Unis, je crois que ça va montrer même que le mouvement progressiste américain et la diversité de l'Amérique est en train de s'exprimer. Et demain, peut-être que le Parti républicain va réfléchir de ça et investir un jeune républicain. Parce qu'il y a des jeunes cadres républicains, sénateurs de la Floride, qui aujourd'hui, et qui sont aussi, ou l'ancien gouverneur de Michigan, qui est d'origine indienne. Je crois que le Parti républicain gagnerait à se dire que si on a besoin d'un avenir, il faut qu'on fasse un signal à certaines minorités. Malgré tous les atouts d'Hillary Clinton, vous dites attention, soyons lucides, ce n'est pas encore gagné pour elle. Ce n'est pas encore gagné. D'abord, pour la seule et simple raison qu'une élection se gagne toujours à la dernière minute. Et la deuxième, c'est que quand on est en position de favori et qu'il n'y a pas un grand écart entre vous et votre challenger, vous êtes dans une position extrêmement difficile. Parce que les projecteurs sont sur vous et toute erreur que vous faites sera récupérée par Donald Trump. C'est ce qui fait que c'est assez difficile pour Hillary. Comment maintenir le momentum et maintenir son rythme sprint to the finish, comme on dit, maintenir sa position de favori jusqu'à la ligne d'arrivée, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile. Dans la mesure où Hillary n'est pas vue comme beaucoup d'Américains, n'est pas très aimée. Ah oui. Pour une bonne partie de l'opinion américaine, n'aime pas les Clinton. Ils pensent que les Clinton, quand même, une fois au pouvoir, ils sont enrichis. Parce que Bill faisait des conférences un peu partout, il avait des amis dans le monde arabe, et voilà, ils ont gagné plus d'une centaine de millions en étant au pouvoir. Ce qui est une chose. La deuxième chose, c'est que tout simplement, Hillary ne rassure pas une bonne partie des Américains qui ne veulent pas des politiciens véreux de Washington à la tête du pays. À part ça, c'est deux choses qu'il doit régler, ce qui fait que le niveau des indépendants qui ne sont pas encore décidés est assez important. Elle a un problème d'image à soigner. Un problème d'image parce qu'elle a eu dans le passé à prendre des positions différentes, comme tout politicien. Vous savez, c'est malheureusement l'avantage, le désavantage pour un politicien qui dit à Washington. En fonction du contexte, tu peux prendre telle position. Mais quand le contexte change, ce que vos adversaires font, ils prennent les positions que vous avez à prendre, sans tenir compte du contexte, avec extrait votre image et votre parole, ils mettent vos deux positions et ils le font dans leur publicité de campagne.
il a été pour ça, aujourd'hui il est contre ça. Il a été ce qui fait apparaître que tu apparais comme un rattrapé par son passé. Tout à fait, tout à fait. Vraiment, c'est l'une des choses sur lesquelles il doit travailler. Les gens pensent que she's not trustworthy at all. Il ne faut pas lui faire 100% confiance. Et sur certaines questions, ils ne savent pas quelles sont ses positions. Par exemple, sur l'immigration, Donald Trump est clair. Il a dit encore jour. Merci en tout cas, Ali Fari Ndiaye. Voilà, Ali Fari, expert en sciences politiques et spécialiste des questions américaines. Merci d'être venu nous éclairer sur ces questions qui se passent assez loin de nos frontières, mais quand même qui se passe ici, parce que comme on dit, le monde est devenu un village planétaire et l'Amérique, ce n'est pas pour rien qu'elle est présentée comme étant la première puissance du monde. Donc tout ce qui se passe aux États-Unis peut nous intéresser ici au Sénégal. Comme du reste, ce qui est en train de se passer en